Nous entamons ce Shabbat la lecture du second livre de la Torah, le livre de Shemot, le livre des noms que le Ramban appelle le livre de la Géoula, le livre de la délivrance. Le personnage central de ce second livre est sans conteste Moshe Rabbeinu, dont nous assistons au premier pas dans notre paracha de Shemot. La Torah nous dit qu'arrivé à l'âge adulte, Moshe Rabbeinu est sorti voir la situation de ses frères soumis aux travaux forcés. Et voilà qu'il est confronté au spectacle d'un Égyptien qui maltraite un de ses frères hébreux. Pris d'une irrésistible compassion pour ce frère hébreu, Moshe Rabbeinu va tuer l'Égyptien et l'ensevelir dans le sable. Dès le lendemain, il sort à nouveau en direction de ses frères, et là, il trouve deux Hébreux en train de se battre. Et il intervient à nouveau pour, cette fois-ci, les séparer. Il admoneste l'un d'entre eux, mais sans succès. En d'autres termes, le premier jour, Moshe Rabbeinu est intervenu pour punir le traitement inique de l'oppresseur. Le deuxième jour, il est intervenu pour essayer de restaurer la concorde entre ses frères opprimés. Mais ce qui est troublant, c'est que la Torah semble souligner avec insistance qu'il y a un lien intime entre ces deux initiatives prises par Moshe Rabbeinu. Le Midrash Rabbah lui-même se fait l'écho de cette remarque en constatant que la Torah emploie le même terme pour les deux, Vayetse. Vayetse Moshe Elechav, Moshe est sorti. Et la deuxième fois, encore une fois, il est sorti. Et le Midrash Rabbah fait le commentaire suivant, Shtei Yotziot Yatsa Oto Tzadik. Le juste, ce juste-là, a effectué deux sorties. Et il continue en disant, et le Saint béni soit-il a pris le soin de les consigner l'une après l'autre. Pourquoi l'une après l'autre? Parce qu'effectivement, le fait que la Torah dise Bayom Hasheni, il est sorti le deuxième jour, souligne ici qu'il y a une séquence entre le premier événement et le second événement. Et la question qui se pose est de savoir, mais quel lien peut-il y avoir entre ces deux initiatives complètement différentes de Moshe Rabbeinu, et pourquoi c'est si important de le souligner? Il y a une troisième difficulté dans ce passage, c'est que la Torah nous dit que lorsque Pharaon a appris que Moshe Rabbeinu avait tué cet Égyptien, il a voulu le condamner à mort, au point que Moshe Rabbeinu a dû quitter l'Égypte, a dû s'enfuir. Or, on se rappelle que Moshe Rabbeinu n'était autre que le fils adoptif de la fille du Pharaon. Donc c'était le petit-fils adoptif de Pharaon, c'était le prince héritier de la couronne. Et lorsqu'on pense au contexte de l'époque, à la manière de réfléchir de l'époque, on a du mal à comprendre comment le prince héritier de la couronne ait pu être condamné à mort pour avoir simplement tué la vie d'un Égyptien, d'un quelconque Égyptien. L'ensemble de ces questions trouve leur réponse dans un commentaire du Sfat Emet, que j'ai souvent cité ici, un grand maître de la pensée chassidique issu de la dynastie de Gour, qui nous dit qu'en réalité, dans ce passage, la Torah ne nous donne pas moins que la marche à suivre pour permettre à la Géoula, à la délivrance d'advenir. Il y a deux démarches à faire dans deux registres différents. La première consiste effectivement à s'attaquer à la persécution, à s'attaquer à l'oppression, à desserrer l'étau autant que faire se peut. Mais la deuxième démarche, qui n'est pas moins importante que la première, consiste à rendre celui qui va être délivré, celui à qui attend la délivrance, lui conférer des mérites, pour qu'il mérite cette délivrance. Cette idée, on la voit très bien dans la suite de la paracha, lorsque Moshe Rabbeinu, devant la vision du buisson ardent, se voit confier par Dieu la mission d'être celui qui le représentera auprès de Pharaon pour libérer Israël. Moshe va dire, mais comment pourrais-je faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte? Et Rashi explique, par quel mérite le Béné Israël
pourrait-il compter sur un miracle de ta part? Donc on voit ici qu'il est fondamental d'acquérir le mérite d'être délivré. Et c'est ainsi que s'inscrivent, c'est dans cette double direction que s'inscrivent les deux comportements de Moshe Rabbeinu. Le premier, effectivement, c'est s'attaquer au problème de la persécution, de l'oppression. Le Sfat Emet dit qu'il est plus que probable que cet Égyptien n'était pas simplement un cuidam, comme on pouvait le penser, mais c'était probablement, très probablement, le bras droit du pharaon. C'était sur lui que reposait toute l'organisation, tout le pouvoir de l'État égyptien. Et lorsque Moshe Rabbeinu va le neutraliser, il portait un coup terrible à l'hyperpuissance. Et c'est pourquoi on comprend la réaction du pharaon qui dit que, de ce fait, Moshe Rabbeinu a trahi l'État et mérite la mort. Ensuite, la deuxième démarche consiste à essayer de faire la morale à ces deux Hébreux qui se battent. Le Midrash identifie ces deux Hébreux à Dathan et Aviram, dont il sera question constamment tout au cours du livre de la Torah, pratiquement jusqu'à la parashat Korach. Dathan et Aviram seront des deux Hébreux qui ne cesseront de contrarier l'éthique de la Torah, jusqu'au dernier moment où ils vont s'associer à Korach dans la sédition de Korach, et ils vont être punis avec lui et engloutis dans la terre. Le Sfat Emet remarque que la deuxième initiative de Moshe Rabbeinu, celle qui consistait à essayer de faire mériter Israël de la délivrance, s'est avérée beaucoup plus difficile que la première. Et il n'est pas vraiment réussi. Si Moshe Rabbeinu avait obtenu le fait que Dathan et Aviram aient fait teshuva complète et se soient rendus à ces arguments, la Géoula aurait été parfaite, elle aurait été complète, elle aurait été totale, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est probablement que Dathan et Aviram n'appliquaient pas qu'eux-mêmes, ils devaient avoir une influence pernicieuse dans l'ensemble de la communauté. Et cette influence pernicieuse s'est traduite tout au long de ces années, pendant la sortie d'Égypte, après la sortie d'Égypte, durant les 40 ans de traversée du désert, qui n'aurait pas eu lieu si il s'était rendu aux arguments de Moshe Rabbeinu. Voilà, mes chers amis, la leçon qui nous est donnée, qui nous est administrée par cette paracha de Shemot. Ce livre de la Géoula nous enseigne en réalité comment on doit procéder pour faire advenir la Géoula. Alors la Géoula, au sens collectif, au sens historique, au sens eschatologique, mais aussi au sens individuel, car nous avons tous, au cours de notre vie, des périodes où on se sent pris par des problèmes et où on a besoin d'en être libéré. Et là, voilà, la double leçon qui nous est administrée, c'est qu'il faut travailler dans les deux registres. Il faut bien sûr prendre le problème à bras le corps pour tenter de le résoudre, mais cela ne suffit pas. Il faut ne jamais oublier que nous devons essayer d'être meilleurs, de nous élever vers Akadosh Baruch Hu, afin de mériter cette délivrance qui est